C'est Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor sous 40 degrés, mais ça ne nous empêche pas de parler d'histoire de la mode et du luxe. Et cette fois-ci, on se retrouve pour parler de l'une de mes marques préférées de haute joaillerie française, j'ai nommé la Maison Cartier. Tout commence quand un certain Louis-François Cartier naît à Paris en 1819. Il grandit dans une famille d'ouvriers commerçants avec un papa travailleur du cuir et du métal, ce qui nous laisse penser que son aisance avec les matériaux nobles peut venir de là. À l'époque, au 19e siècle, les formations se faisaient globalement sur le tas, donc il commence en tant qu'apprenti chez un maître joaillier parisien qui s'appelait Adolphe Picard. Et très vite, on va reconnaître son travail parce qu'il va développer une excellence technique hors norme avec un très pointilleux souci du détail. À peu près 5 à 7 ans après cette formation sur le tas, en 1847, à seulement 28 ans, il va reprendre la maison de joaillerie de son mentor. Et au-delà de son excellence technique, il va développer une vraie passion pour les pierres précieuses. À cette époque, Paris est sous l'effervescence du Second Empire et Cartier, petit à petit, va devenir le repère de la bourgeoisie naissante. Très vite, son fils Alfred va le rejoindre à l'atelier Cartier. Il va le former sur tout, entre 1847, donc à l'ouverture, et 1899. Mais Alfred, il va vraiment avoir un rôle déterminant dans le développement du commerce de la maison Cartier. Et une fois que son père lui aura transmis l'atelier, il va lui-même faire rentrer ses 3 fils, Louis, Pierre et Jacques, qui auront chacun un rôle très particulier pour que la maison Cartier se développe dans le monde entier. À partir des années 1900, quand les 3 frères vont pleinement prendre leur place dans l'atelier Cartier, ils auront donc chacun un rôle bien déterminant. Louis, lui, ça va être le créatif, un peu comme son grand-père, c'est celui qui va façonner, dessiner, imaginer, faire les choses de ses mains. Il va donc être le responsable du nouvel atelier 13 rue de la Paix à Paris. Pierre, lui, va jouer un très grand rôle dans l'expansion de la maison Cartier aux Amériques, à New York. Et Jacques, quant à lui, c'est celui qui va être un petit peu plus sur le marché indien, anglo-saxon et qui va apporter les premières créations un petit peu orientales que Cartier va sortir. Et dans les années 1900, le bijou qui va vraiment être recherché par la bourgeoisie, c'est un bijou d'inspiration néoclassique, fait principalement de diamants sur des montures en or ou en platine. Et ça va être un véritable succès auprès de cette clientèle. Du coup, 2 ans après l'ouverture de l'atelier rue de la Paix, il va y avoir une succursale qui va être ouverte en 1902 à Londres, à l'occasion du couronnement du roi Édouard VII. Et 2 ans plus tard, en 1904, la maison va recevoir son premier brevet de fournisseur officiel d'Édouard VII et ça va être le premier d'une très longue liste dans la royauté du monde entier. Ce brevet-là va être suivi de celui d'Alphonse VIII d'Espagne, de Carlos Ier, Nicolas II, Albert Ier, le prince de Galles, Édouard VIII qui deviendra duc de Windsor après son abdication. Enfin bref, Cartier, ça va vraiment devenir des joyaux de couronne. Dans le même temps, en 1904, au-delà d'être fournisseur officiel d'Édouard VII, Louis Cartier va être à l'origine de la naissance de la première montre bracelet, grâce à son ami aviateur Alberto Santos, qui en avait marre de regarder sa montre à gousset pendant qu'il était en train de voler. Donc, il a demandé à son ami de lui créer un bijou hors norme qui pourrait lui permettre de consulter l'heure en vol sans être dérangé. Et c'est ainsi que la Santos est née. Du coup, la Santos, c'est la première montre pour pilote d'avion, c'est-à-dire que c'est une montre qui va être destinée à un public particulier avant d'être vendue pour le commun des mortels et d'être rééditée bien des années plus tard. Et surtout, c'est la première montre bracelet pour hommes parce que jusque-là, c'était des bijoux qui étaient plus réservés aux femmes. Et du coup, pour commercialiser cette montre qui était vraiment quelque chose de révolutionnaire dans le monde de l'horlogerie pour hommes et surtout dans le monde de l'aviation, Louis Cartier il va la distribuer en 1908, 4 ans plus tard, à une petite poignée de privilégiés dans ce domaine-là. Et la véritable commercialisation, elle va commencer en 1911. Et cette montre, elle va vraiment connaître un grand succès parce qu'elle est quand même d'un style art déco assez reconnaissable. Elle a une alliance or et acier, qui est une première à l'époque. Elle a aussi ses vis apparentes et elle a un mouvement mécanique automatique, mais il est très particulier et pointilleux à l'époque parce qu'il a été créé par Edmond Jagère, qui est donc créateur de mouvement à l'époque et qui ensuite deviendra créateur de la maison Jaeger-LeCoultre. Comment cela se fait-il? Tout simplement parce que en 1907, Louis Cartier et Edmond Jagère vont signer un contrat d'exclusivité pour la création des mouvements de montres Cartier. Et ces mouvements horlogers, Edmond Jagère va en garder l'exclusivité pendant 14 ans après leur création. Le lancement de la Santos a fait grand bruit, que ce soit dans le milieu de l'aéronautique mais aussi dans le milieu du cinéma hollywoodien. On l'a même vu porter bien des années plus tard
par Michael Douglas, tout en or, dans le film Wall Street. Et entre-temps, Cartier n'a cessé de la décliner sous toutes ses formes. C'est un véritable pilier du catalogue de la marque. Elle va être faite dans des métaux précieux comme l'or jaune, le platine, l'or rose, blanc, le carbone. Il va y avoir différentes tailles, épaisseurs, des boîtiers galbés, droits, des cadrans squelettés, divers coloris. Au total, il y aura plus de 100 références de Santos qui vont être créées. Mais avant d'aller plus loin dans le temps, revenons à nos années 1900 parce qu'il n'y a pas que la Santos qui a vu le jour. En 1917, Pierre Cartier arrive enfin à New York où il ouvrira le premier atelier Cartier qui s'appellera American Artworks. Et de cette installation à New York, il va aussi avoir une légende qui s'est avérée vraie. Pierre Cartier va réussir à faire une opération immobilière des plus folles en échangeant un hôtel particulier contre un collier Cartier d'une valeur assez colossale. Et l'histoire est tellement folle que je pense que ça vaut le détour. On nous explique qu'une certaine Maisie Plante, qui était l'épouse de Monsieur Plante, qui était donc un homme très riche new-yorkais, allait très souvent chez Cartier pour acheter des bijoux d'une valeur assez colossale, jusqu'au jour où elle a un parfait coup de foudre pour un collier, messieurs dames écoutez bien, de 128 perles fines, graduées, parfaitement assorties, mais pas n'importe quelle perle, 128 perles de culture, qui sont d'une rareté folle à cette époque-là. Et le collier s'élevait à $1 million, qui était, comme par hasard, le montant exact de l'hôtel particulier du mari de Madame Plante sur la 5e avenue. Et comme New York avait une place très particulière dans le cœur de Pierre Cartier, qui y vivra plus de 30 ans, il a fait une proposition un peu folle à ce couple de New-Yorkais très riches, d'échanger leur résidence privée de la 5e avenue contre ce collier. Et ils ont dit oui. Donc à cette époque-là, Cartier se retrouve dans les plus beaux endroits du monde, à savoir rue de la Paix à Paris, Bond Street à Londres et la 5e avenue à New York. Maintenant qu'ils sont idéalement placés, il faut que la maison continue de faire ce qu'elle sait bien faire, à savoir créer des petites pépites, que ce soit dans la haute joaillerie ou dans la haute horlogerie. Et c'est ainsi qu'en 1919 apparaît la montre Tank. Il s'agit d'une montre bracelet carrée, un petit peu comme la Santos, mais sa forme a ce qu'on appelle des brancards, donc c'est des petites cornes dans le prolongement du boîtier. Et en fait, c'est pour faire le rapprochement avec des chars de guerre, parce que comme elle est sortie juste après la fin de la Première Guerre mondiale, c'était un petit peu un écho à tout ce qui s'était passé. Donc du coup, les brancards, ils représentaient les chenilles du char, et le cadran, l'habitacle. Au fil du temps, pareil, la gamme elle va s'enrichir de plusieurs modèles. Il va y avoir la Tank cintrée, qui était en forme rectangulaire, la Tank chinoise, dont le boîtier était inspiré par des portiques de temples chinois, la Tank Louis Cartier, qui présentait des angles un peu plus arrondis, la Tank à guichet, qui, comme son nom l'indique, affichait l'heure et les minutes au moyen de guichets plutôt que d'aiguilles, la Tank basculante, la Tank asymétrique, la Tank oblique. Et pour les modèles un petit peu plus féminins, il va y avoir les mini-tanks, donc dont le cadran est plus petit. Entre-temps, l'expansion continue à Londres parce qu'il va y avoir la création de l'atelier Cartier londonien qui s'appellera English Artworks. Et en 1924, un autre must-have de Cartier voit le jour, à savoir la gamme Trinity, qui sont donc les 3 anneaux de Cartier en bracelet et en bague. La collection Cartier Trinity, elle incarne vraiment l'élégance et la simplicité avec ces 3 anneaux qui sont entrelacés dans les 3 couleurs d'or. Cette collection, elle va vraiment symboliser des valeurs universelles comme l'amour, l'amitié, la fidélité. Et cette bague, elle a une histoire qui se réfère à Jean Cocteau qui, selon la légende, aurait été celui qui a inspiré ce modèle-là. Elle va ensuite être vue sur le duc de Windsor, elle va être vue sur Grace Kelly. Vraiment, on a l'impression qu'à chaque fois que Cartier crée quelque chose, ça va être porté par la crème de la bourgeoisie. Et le plus fou dans tout ça, c'est qu'on a l'impression qu'il ne s'arrête jamais, parce qu'en 1926, la montre baguette va apparaître. 2 ans plus tard, en 28, la montre tortue. Et en 1933, ils vont même être à l'origine de la création d'un brevet pour une monture invisible, qui est, comme son nom l'indique, une monture qui va venir disparaître pour ne laisser apparaître que les pierres précieuses de la montre. Et malheureusement, à la fin de la guerre, il va y avoir 2 des 3 frères qui vont mourir, donc Louis et Jacques, laissant Pierre à la tête de Cartier Paris. Ce dernier va donc faire appel à ses neveux, les fils de son frère, Claude et Jean-Jacques, pour reprendre New York et Londres respectivement. Et ça va être un très bon choix parce que l'image de la maison Cartier va continuer de se régénérer tout en gardant son ADN élégant et raffiné. Et malheureusement, quelques années plus tard, Pierre aussi décède en 1964.
Les neveux vont donc essayer de rester tout seuls à la tête de cet empire jusqu'en 1972, et ils l'ont plutôt bien fait, parce qu'en 68, un nouveau modèle de montre va voir le jour, la Maxi Ovale, et en 69, il va y avoir la collection de bijouterie Love, qui va aussi voir le jour. Et en 72, c'est un petit peu trop pour eux, donc du coup Cartier va être racheté par un groupe d'investisseurs. Ils vont l'étendre à la fois à de nouveaux domaines d'activité, mais aussi à une nouvelle clientèle. Les musts de Cartier vont donc être créés pour cette catégorie de personnes en 73. Cartier va donc s'étendre également à de la maroquinerie en 1974, des foulards en 78, des parfums en 81. En 83, la fameuse gamme Panthère dans la bijouterie et dans l'horlogerie va voir le jour. En 84, la Fondation Cartier à Paris est également créée. En 91, Cartier va être à l'origine de la création du Comité international de la haute horlogerie. En bref, entre la fin des années 90 et le début des années 2000, que ce soit horlogerie ou haute joaillerie, la maison Cartier va vraiment continuer de faire des collections à couper le souffle qui vont être mondialement reconnues. Ce qu'il faut savoir aussi sur cette renommée de Cartier, c'est avant toute chose ce savoir-faire unique qui fait partie des plus prestigieux au monde. Pour l'horlogerie, c'est une des seules marques d'horlogerie française qui a gardé son siège à Paris, malgré le fait qu'elle soit Swiss-made. Et pour ce qui est de la haute joaillerie, ils vont travailler avec des pierres précieuses, très rares sur le marché à l'époque, et toujours aujourd'hui, qui sont le diamant, le saphir, l'émeraude, le rubis. Ça va être en plus travaillé sur des métaux plus que nobles, comme par exemple l'or, le platine. Sans compter que plus d'une dizaine de ces collections d'haute joaillerie demandent plus de 1000 heures de travail à la main, réalisées par des artisans maîtres joailliers. C'est un processus qui va être composé de plusieurs étapes. Tout d'abord le dessin, d'abord à la main, puis ensuite en 3D. Ensuite, il va y avoir le choix de la pierre précieuse ou des pierres précieuses utilisées. Vient ensuite le sertissage, le polissage, le montage, etc., jusqu'à arriver à cette pièce unique. Entre les années 2000 et 2025, Cartier va s'imposer comme l'un des piliers du luxe mondial. Il va même rentrer dans le groupe Richemont, ce qui va lui permettre de se développer dans plus de 125 pays. Et au-delà d'être reconnu pour son savoir-faire unique, il va aussi être reconnu dans le milieu de l'innovation, que ce soit dans la haute horlogerie ou dans la haute joaillerie, et de la traçabilité de ses diamants. Vous le savez, pour chacune des vidéos, j'essaye de vous retracer vraiment les tops de chacune des maisons, mais ce qui est particulier avec Cartier, c'est qu'en fait, toutes leurs créations ont été mondialement connues et c'est vraiment assez rare dans les maisons de luxe. Donc voilà YouTube, vous savez tout sur cette maison de haute horlogerie, haute joaillerie française. J'espère que vous en avez appris davantage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur différentes maisons de haute joaillerie ou de haute horlogerie, je serai ravie de faire mes petites recherches. N'hésitez pas à vous abonner à mes réseaux sociaux et à cette chaîne YouTube où on se retrouve techniquement tous les dimanches. En attendant, merci pour tout. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao!